bonjour. Le premier temps de parole ce matin est consacré à Wuambushu et sur le plateau Daniel Martial-Henry, le président du MODEM de Mayotte. Avec lui, on va parler de Wuambushu et surtout de la relation qui unit Mayotte, la France et les Comores depuis de nombreuses années. Bonjour Daniel Martial-Henry. Oui, bonjour Anne. Merci d'avoir accepté notre invitation. Oui, c'est moi qui vous remercie. Wuambushu, la relation France-Comores, la relation Mayotte-Comores, ce sont des sujets dans l'actualité maintenant depuis 3 semaines, puisque Wuambushu commence sa 3e semaine. On le voit, la relation se crispe et se tend entre Mayotte, les Comores et donc la France. Pourquoi, de manière perpétuelle, l'Union des Comores réclame Mayotte, alors que les Mahorais, de leur côté, disent « mais non, mais pas du tout, nous sommes français ». Alors, c'est une question très pertinente, mais avant de la répondre, je voudrais d'abord annoncer ici que le MODEM, et au niveau Mayotte, et au niveau national, soutient l'opération Wuambushu. Jusqu'à là, nous n'avons pas officiellement intervenu, parce que bon, c'est pas seulement que l'occasion n'était pas donnée, mais nous avons agi profondément en coulisses pour sensibiliser tous les adhérents du MODEM au niveau national sur cette question de l'immigration clandestine et sur cet enjeu de Wuambushu, sur l'opération Wuambushu. Là-dessus, il y a eu des plateformes qui ont été mises en place, pas plus que la semaine dernière. Il y a eu une visioconférence qui a été faite où j'ai intervenu avec Mme Hélène Polozek, où il y avait l'ensemble des adhérents au MODEM avec le député Max Orville, qui nous soutient beaucoup, le député européen Max Orville de la Martinique, qui nous soutient beaucoup dans cette opération. Et donc je voudrais rassurer la population que le MODEM, le centre, comme Valéry Giscard d'Estaing, les Poher et François Bayrou, ont toujours été avec Mayotte. Et aujourd'hui, François Bayrou est très sensibilisé sur la situation de Mayotte. Et le MODEM soutient profondément l'opération Wuambushu. Maintenant, pourquoi il y a ce problème entre Mayotte et les Comores? On a entendu pas plus qu'hier le président des Comores, Azali Assoumani, se livrer à des récits que je qualifierais d'irresponsable, évoquer le cas de Mayotte, parce que depuis 1975, les Comores, à chaque fois qu'ils ont des problèmes, ils utilisent Mayotte comme une variable de négociation pour pouvoir quémander des subsides auprès de l'État français. Et je voudrais que la jeunesse mahoraise comprenne que le combat pour Mayotte française n'a pas été un combat de hasard de calendrier, mais ça a été un combat qui s'est inspiré profondément sur notre histoire. Cette notion de Comores, parce que pour répondre surtout au ministre des Affaires étrangères des Comores, la notion de Comores, c'est d'abord au départ Madagascar. Ce qu'on appelait Djazer el-Kamar, les îles de la Lune, c'était Madagascar et les îles satellites. Et c'est à partir du XVe siècle que les Européens ont centralisé cette définition dans les 4 îles des Comores. Mais du XVe au XIXe siècle, dans ce sous-région, chaque île avait son sultan. Chaque île s'administrait de façon autonome. D'ailleurs, les historiens parlent souvent de l'époque des sultans batailleurs. Oui. Mayotte est devenue française en 1841, alors que les autres îles le sont devenues 71 ans plus tard, en 1912, par une loi d'annexion. Nous, c'était un traité de cession volontaire de Mayotte à la France. La population mahoraise a consenti de céder le territoire à la France, alors qu'aux Comores, c'était une loi d'annexion, c'est-à-dire c'était une démarche coercitive. C'est pour ça que nous, les Mahorais, nous nous inscrivons dans une disposition socioculturelle et psychologique que je qualifierais de francophile. Nous vantons les mérites de la France. Ma grand-mère parlait souvent de De Gaulle, parlait de Napoléon, alors qu'aux Comores, ils portent encore ces stigmates
d'un sultan qui a été déporté à la Grande Comore, le sultan Saïd par exemple, qui est déporté en 1912 à la Grande Comore. Et donc, eux, ils sont dans une démarche plutôt je dirais, de francophobie. Si nous sommes francophiles, eux, ils sont francophobes. Et à aucun moment de notre histoire, par exemple, depuis 1841 jusqu'à 1946, nous n'avons jamais appartenu à une entité coloniale commune. Parce que de 1914 à 1946, les 4 îles ont constitué ce qu'on appelle, sont intégrées à la dépendance de Madagascar. Nous faisions partie du giron Madagascar et dépendance. Voilà, de la colonie de Madagascar. Mais à aucun moment, nous n'avons été ensemble. Et là, on tord le cou au principe qu'ils veulent nous imposer, à ce préjugé qu'ils veulent nous imposer de l'intangibilité des frontières héritées de la colonisation. Nous n'avons jamais appartenu à une entité coloniale commune. Parce que le mot colonie a disparu des constitutions françaises récurrentes à partir de 1946. Après 1946, le mot colonie a disparu au profit du mot territoire d'outre-mer. Nous étions un territoire d'outre-mer, donc dans la République française, tout comme Madagascar était un territoire d'outre-mer. Mais donc le territoire d'outre-mer, ce n'est pas une colonie. Et là, c'est tout un préjugé. Je ne sais pas si c'est de l'ignorance de l'histoire de cette sous-zone, mais en tout cas, les idées qui sont en train d'évoquer n'ont aucun fondement historique. Alors, le président comorien, dans son interview, a expliqué qu'il n'était en aucune manière responsable ni de l'immigration, ni de la délinquance qu'il y avait à Mayotte, ni des trafics d'êtres humains et de marchandises de contrebande entre les îles. C'est une plaisanterie, vous pensez ? De toute façon, le président des Comores, je ne vais pas trop m'immiscer dans les affaires, mais c'est une personne qui a l'apparence d'une personne qui est complètement indifférente à sa population. De toute façon, il aurait eu de la considération envers sa population, il aurait mis en avant plutôt des idées pour promouvoir le développement de son territoire. Il a quand même Comores Émergence 2030. Bon, ça c'est que des slogans, c'est que des mots, mais en réalité, aujourd'hui, le Comore n'a aucun projet de développement viable. C'est un pays qui est dans le désespoir total. Et pour eux, la seule façon de se développer ou comment je dirais, la seule façon pour eux de vivre heureux, c'est de s'évaporer, soit aller en métropole ou venir à Mayotte. Il n'y a que ça comme projet des citoyens comoriens. Et parallèlement à ça, pour les décideurs politiques qui sont là-bas, c'est une compétition à la gabegie et au détournement de fonds publics. Vous n'êtes pas sans savoir que le président des Comores, qui est financé par la France, a des indemnités plus élevées que Emmanuel Macron. Non, je ne savais pas. Si. Mais si on va par là, Daniel Martial Henry, c'est-à-dire que effectivement les perspectives comoriennes, elles se situent par les gens finalement qui sont à l'extérieur et qui envoient de l'argent à ceux qui restent sur place. On n'a pas à moyen terme, on n'a pas de solution sur l'immigration clandestine parce que c'est en caricaturant, c'est le business model comorien. Alors, il faut que les forces vives de l'Union des Comores partent pour aller chercher du travail ailleurs et travailler et ensuite renvoyer l'argent à la famille qui reste aux Comores. Justement, le problème de l'immigration clandestine est lié aussi à une ambiguïté qui rend poreuse nos frontières parce que et cette ambiguïté est surtout véhiculée par le Quai d'Orsay, par le ministère des Affaires étrangères au niveau de notre État. Et comme je voudrais parler un peu d'histoire, en 1975, quand les Comores s'acheminaient vers l'indépendance, on avait proposé 3 solutions aux Mahorais. Soit on crée un État fédéral où chaque territoire est autonome, ou bien on donne la nationalité française à tous les Mahorais, mais ils soient intégrés
aux Comores, comme ce qu'on a fait à l'île de Sainte-Marie à Madagascar. Ou un troisième volet, proposition, c'était que Mayotte reste française, mais on crée une communauté d'archipels. Et donc, depuis 1975, le Quai d'Orsay a toujours ce projet jusqu'aujourd'hui. Ce sont des gens qui sont dotés d'une idéologie mondialiste, qui ne voient jamais, qui n'acceptent jamais que Mayotte peut exercer son droit du peuple à disposer d'eux-mêmes. Mais pour eux, l'idéal, c'est que tous les territoires qui sont en dehors de la France deviennent colonies, deviennent, je dirais, indépendants, même la Martinique ou voire même la Réunion. Ils n'ont jamais accepté ça. Et il y a des failles dans la diplomatie française vis-à-vis des Comores. Je ne pense pas que ce soit le président des Comores qui soit en capacité de bloquer la France pour reconduire les immigrés chez eux. Mais là-dessus, on pointe du doigt et on dénonce une défaillance diplomatique. Je ne suis pas sûre d'avoir bien compris. Donc là, ce que vous dites, c'est que le Quai d'Orsay pousse Azali Assoumani à ne pas reprendre ses clandestins. Enfin, en tout cas, ses ressortissants clandestins chez nous. En fait, les hauts commis du ministère des Affaires étrangères ont toujours été contre Mayotte. Oui. Et quelque part, Azali se sent rassuré. Si il fait des exhibitions de la sorte, c'est parce que quelque part, il se sent rassuré en coulisses. Parce que justement, comme je vous ai dit, ce projet du Quai d'Orsay, qui date de 1975, qui veut toujours faire en sorte que Mayotte reste avec les autres îles des Comores, ce dossier est toujours là en suspens. Ouais. Il faut se rappeler les propos de François Mitterrand quand il est passé, je ne me souviens pas de la date, peut-être en 88 ou 89, aux Comores, quand il disait en substance, vous et les autres et vous. Et donc l'extrême gauche, je ne dis pas que Mitterrand est extrême gauche, mais en tout cas, il s'en est inspiré, a toujours été contre le fait que Mayotte soit avec la France. Et justement, c'est cette ambiguïté-là, ce problème de conscience qu'ils ont, cette méconnaissance de notre histoire, qui fait qu'on n'est pas assez ardu dans notre politique anti-immigrationniste. Mais alors, c'est ce qui expliquerait que le président Azali Assoumani, pas plus tard qu'il y a 48 heures dans cette interview sur France 24 et Radio France Internationale, se permet de menacer notre pays en suggérant que l'Afrique de l'Est pourrait être un nouveau Sahel. Alors, il y a un slogan aux Comores qui dit que à chaque fois qu'ils ont des problèmes, il faut qu'ils parlent du cas de Mayotte. Et comme ça, la France il faut qu'ils fassent du chantage par rapport à la situation de Mayotte. Et là, la France va leur attribuer tout ce qu'ils veulent. Et en disant que le sud-ouest de l'océan Indien peut être un Niger bis, par exemple, c'est justement renchérir cette mais ce sont des menaces très très graves au moment où, quand même, là on est dans on toutouille dans notre petit giron mahorais, mais on est quand même dans une zone en plein développement économique avec de l'extraction gazière qui commence à 48 heures de mer, où le risque terroriste est réel. Je suis tout à fait d'accord et avec on a ce ce président de la République qui menace notre pays de terrorisme. Est-ce qu'il se rend compte de la portée internationale de ce qu'il dit ? Il se rend parfaitement compte parce que justement le Comore a toujours été ambigu dans ses relations. Je dis que c'est un peuple francophobe, mais ceux qui croient que c'est des amis, se trompent lourdement parce qu'ils viennent de le démontrer en invitant le terrorisme dans la zone, en invitant la Russie dans la zone. Et donc eux, ils ne connaissent pas leurs alliés. Est-ce que c'est la Chine? Est-ce que c'est les Arabes? Est-ce que c'est la Russie? Est-ce que c'est... Donc, mais c'est une politique très réfléchie et ce qu'il a dit n'est pas seulement
comment je dirais, c'est pas un hasard, mais c'est vraiment une idée réfléchie. Et là, je vous rappelle que l'ensemble de ces ministres, ils ont tous été formés en Russie. Bolero, Amin Souef, Abdou Souef, ils ont tous été formés en Russie. Tous les gens qui l'entourent. Et ça, c'est une vraie menace. Et ça, si la France ne l'a pas compris, ça peut nous amener très loin. Alors, et ce sera ma dernière question, Daniel Martial-Henry. Des négociations vont commencer cette semaine. On l'a tous compris, elles vont se dérouler à Paris. On n'a pas encore bien identifié qui serait invité à la table des négos. Si on en croit la France, c'est Gérald Darmanin qui a la main avec son homologue, le ministre de l'Intérieur comorien. Si on écoute Azali Assoumani, on rajoute à la petite réunion le Quai d'Orsay et Oumed Msaïdié. Qu'est-ce qu'il faut attendre de ces négociations? Alors, moi, je n'attends rien de ces négociations. Ce que j'attends, c'est seulement que la France s'impose. Parce que négociation, il ne peut pas y avoir. Nous, ici, à Mayotte, ça fait 20 ans que nous avons fait beaucoup de concessions en matière de coopération régionale. Et à chaque fois qu'on tend la main, on trouve un crachat sur notre paume de main. Donc moi, personnellement, je n'attends rien de ces gens-là. Il faut savoir que l'année prochaine, il y a les élections présidentielles aux Comores et que justement, cette opération Ombouchou, Azali ne voudrait pas lâcher parce qu'il pense qu'il perdrait les élections ou ça va susciter des soulèvements aux Comores. Donc là, la balle est dans le camp de la France. C'est la diplomatie française qui doit s'imposer. Nous sommes quand même la 5e puissance économique mondiale. Et je ne nie pas la souveraineté des Comores, mais il faut savoir que ces gens-là ont plus besoin de nous que nous, on est besoin d'eux. On ne peut pas inverser les rôles quand même. Merci beaucoup Daniel Martial-Henry de cet éclairage historique. C'est toujours très utile de regarder un petit peu en arrière pour mieux comprendre ce qui se passe devant nous. C'est moi qui vous remercie, Anne. À bientôt. Merci. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.